Nous sommes maintenant très heureux d'accueillir Alberto Amo, qui est directeur de recherche au laboratoire Flamme à l'Université de Lille. Alberto a obtenu sa thèse en 2008 à l'Université autonome de Madrid sur l'étude de la dynamique ultra rapide de l'émission dans des semi-conducteurs. Ensuite, il a rejoint le groupe d'Alberto Bramati au LKB, où il a observé pour la première fois la superfluidité de la lumière dans des cavités semi-conductrices. Recruté ensuite en 2010 au LPN comme chargé de recherche pour travailler avec Jacqueline Bloch, il a développé des structures de cavités couplées, constituant également des réseaux 1D ou 2D. Et avec ces objets, en tirant parti de la très forte interaction polariton-polariton, il a pu obtenir de nombreux résultats majeurs en simulant avec des photons des effets quantiques de la matière condensée. On peut citer par exemple la réalisation d'un graphène photonique. En 2017, il devient directeur de recherche au Flamme, où il développe ses travaux déjà entrepris au LPN sur les effets topologiques en photonique, en utilisant toujours des polaritons de cavité, mais également des systèmes à fibre optique non linéaires. Pour l'ensemble de ses travaux, Alberto a reçu 2 prix de jeunes chercheurs, en particulier un attribué par la Société royale de physique espagnole. Et l'ERC a également reconnu son travail en lui attribuant déjà 2 bourses. Donc maintenant, il est temps d'écouter Alberto qui va nous présenter comment guider la lumière avec les mathématiques. Merci beaucoup pour l'introduction, pour la présentation, et aussi merci beaucoup pour l'invitation à être là et à présenter ces travaux devant vous. Et donc, je viens du laboratoire Flamme, qui est à Lille, et je vais vous parler un peu de topologie. Et comme c'est un sujet que je n'ai pas vu trop développer ici dans la conférence, je vais faire un exposé où je vais essayer de vous introduire dans la thématique doucement et voir si vous retenez quand même quelques idées qui pourraient vous aider à développer aussi vos projets dans vos systèmes photoniques particuliers. Bon. Juste pour motiver un peu l'intérêt de cette approche topologique basée sur les mathématiques, je pose un problème qui peut-être n'est pas un en réalité, mais c'est la transmission de la lumière dans un guide et dans un cristal photonique, comme celui-là. Vous voyez, vous avez un guide, vous introduisez de la lumière, et la lumière passe, et s'il y a des petits défauts, des petits obstacles, la lumière va être un peu rétrodiffusée. D'accord ? Bon, ce problème est encore plus grave si on considère des systèmes comme celui-ci, c'est des anneaux couplés les uns aux autres pour faire une ligne de retard. Et là, si on a des défauts dans l'espacement entre les anneaux ou dans la largeur des anneaux, on va avoir aussi de la lumière qui va être rétrodiffusée. Donc, ce problème-là, il est encore plus grave si on essaie de faire des virages. Donc, par exemple, si là on prend maintenant un cristal photonique et on fait des virages, on peut être presque sûr qu'il y aura très peu de lumière qui va sortir, parce qu'au premier virage, ça va rétrodiffuser fortement. Donc là, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut imaginer de faire des circuits photoniques dans des puces, mais on a ces énormes problèmes. Donc pour résoudre ces problèmes, il y a eu des approches différentes. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle des guides topographiques qui ont été développés déjà il y a un certain temps, où l'idée, c'est par des algorithmes d'optimisation, de modifier les trous localement. Par exemple, ici, vous voyez, il y a des trous qui ont été modifiés localement, de telle façon qu'on arrive à construire un mode qui propage dans les virages. Okay? Bon, ça, c'est possible, mais c'est très dur à faire, très dur à faire. Et ça demande beaucoup de calculs. Et ça, c'est une technique qui, si on change un tout petit peu la longueur d'onde, voilà, tout de suite, ça va plus marcher. Et même si aujourd'hui, il y a énormément de groupes, pas énormément, mais il y a des groupes qui passent beaucoup de temps à essayer de faire ça, et notamment des groupes assez connus comme le groupe de Jelena Vukovic ou Jablonowicz, ils essaient de faire ça avec des algorithmes bien poussés pour pouvoir faire ça. Bon, moi, je vais vous présenter une autre approche pour pouvoir faire ce type de choses, des virages dans des circuits photoniques, qui est basée sur les symétries du système, sur les symétries de ces cristaux photoniques, par exemple. Donc, cette approche, c'est la topologie, et comme je voudrais vous introduire ça de façon simple, peut-être il y a des transparents que vous avez déjà vus ou des idées que vous avez déjà vues dans d'autres présentations, mais je me permets quand même de les rappeler. Donc, quand on passe à la topologie, on pense à l'image qu'on a, typiquement, c'est la surface qu'on a dans un objet, par exemple une sphère.
Et ce qui va nous intéresser en topologie, c'est de trouver les propriétés de ces objets, par exemple de cette surface, qui restent inchangées quand on modifie la surface. Donc, c'est les propriétés globales de toute la surface qui vont être robustes, qui vont être préservées quand on change la surface. Par exemple, ces deux surfaces-là sont différentes, mais on va essayer de trouver ces éléments qui vont rester inchangés. Et ces éléments qui vont rester inchangés, c'est ces objets mathématiques, on les appelle les invariants topologiques. Et par exemple, pour la surface, ces surfaces fermées, on les appelle le genre, ou plus techniquement, la caractéristique Euler-Poincaré, qui est définie comme ça. C'est l'intégrale de la courbure sur chaque point de la surface. Si on fait l'intégrale sur toute la surface, on s'aperçoit que cette intégrale est un nombre entier. Et ce nombre entier est relié au nombre de trous de la surface. Donc, par exemple, cette surface-là n'a pas de trous, donc ce genre-là, cet invariant topologique est 0. On peut maintenant prendre une autre surface fermée, par exemple celle-là, avec un trou. Et là, si on calcule à nouveau le genre, on fait l'intégrale de la courbure, on va trouver que ce nombre G est maintenant égal à 1. D'accord? Il y a des petits défauts ici avec mon PowerPoint. Et vous voyez que toutes ces surfaces qui sont là ont toutes un trou et ils sont toutes les mêmes invariants topologiques, G égale 1. Donc on dit que ces deux objets, la sphère et le tore, appartiennent à deux classes topologiques différentes. D'accord? Bon, l'idée, donc comment on peut appliquer ça à notre système, par exemple, de bandes photoniques dans un système de cristaux photoniques? Donc, ce qu'on va aller regarder, justement, c'est les bandes de valeurs propres, des modes propres de ces cristaux photoniques. Donc, on va appliquer cette idée-là aux bandes. Bon, là, c'est un exemple d'un système périodique, et dans les trois directions de l'espace. Ici, je représente juste deux, Kx et Ky. Et il y a un gap entre les deux bandes. Donc, rappelez-vous, c'est des bandes périodiques, donc le système est périodique, donc du coup, les bandes sont aussi périodiques. Donc, ces points-là est relié à celui-là, celui-là et celui-là, etc. Et donc, là, la géométrie de la bande, elle n'est pas intéressante, c'est juste un tore, à cause de cette périodicité. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la géométrie des modes propres qui appartiennent à chacun des valeurs propres de cette bande-là. Donc, on va essayer de quantifier et de trouver une propriété globale qui décrive la géométrie de ces modes propres sur la bande. Et par exemple, pour ce système bidimensionnel, on a trouvé une façon de le décrire, c'est le nombre de Chern qui est explicitement écrit ici. Donc c'est à nouveau une intégrale sur toute la zone de Brillouin, pour une bande, des modes propres, ça c'est les modes propres, paramétrisés par la paramètre K, Kx et Ky. Et donc, vous voyez, on fait la dérivée, le gradient, on fait un rotationnel de la dérivée, on fait l'intégrale, et ce chiffre-là est à nouveau un entier. Ça peut être 0, plus moins 1, plus moins 2, plus moins 3, etc. Et du coup, on va pouvoir caractériser ces bandes de modes propres par cet invariant topologique qu'on appelle nombre de Chern. Et pourquoi faire ça? C'est quoi l'intérêt? Bon, déjà, première chose, si on modifie un peu le matériel, tant que le gap ne se ferme pas, cet invariant topologique va rester inchangé. Donc, ça remplit bien les propriétés qu'on demande d'un invariant topologique. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, on va pouvoir imaginer qu'on a deux matériaux. Et ça s'applique vraiment à tout matériau qu'on peut décrire par des ondes. Donc, un système électronique, un système photonique, un système phononique, peu importe. Donc, on va avoir deux matériaux avec chacun deux bandes, séparées par un gap. Et maintenant, on va les coller les uns aux autres, l'un à l'autre. Donc, on voit que si je me bande ici, qui a un nombre de Chern égal à 0, donc la géométrie des modes propres est telle que le nombre de Chern est égal à 0, et je les colle, vraiment physiquement, je les colle à un autre matériau dont la géométrie des modes propres donne lieu à un nombre de Chern égal à 1, là, il y a un problème. Il ne peut pas passer d'un à l'autre de façon continue, parce que ce nombre de Chern, en fait, décrit cette géométrie particulière de ces modes propres. Du coup, pour que ça puisse arriver, il faut que je ferme les gaps, que mes modes propres se réarrangent, et à nouveau, les gaps s'ouvrent avec le nouveau nombre de Chern. Et l'aspect intéressant de ça, c'est que ça veut dire qu'à l'interface entre ces deux matériaux, il y aura forcément des modes dans les gaps ici, à l'interface. Donc à l'interface, il m'assure d'avoir un mode. Et peu importe la forme de l'interface, donc peu importe la forme de l'interface, il y aurait toujours un mode, tant qu'il y a une interface entre deux systèmes de topologies différentes. Et donc ça, donc là, vous voyez ici une visualisation de ces modes pour un système électronique. Donc on a la bande de valence, la bande de conduction,
Et entre les deux systèmes qui ont des topologies différentes, on voit qu'il y a un mode qui traverse les gaps et qui est localisé explicitement à l'interface. Et cette description que vous voyez là a permis d'expliquer de façon vraiment très élégante les féoles quantiques et les transports robustes au désordre qu'on a remarqué dans les féoles quantiques. Ces transports robustes au désordre se passent sous les bords, effectivement, parce que ça correspond vraiment au fait que les règles de l'électron bidimensionnel de féoles quantiques a une topologie non triviale et le vide qui est à l'extérieur a une topologie triviale. Et du coup, les gaps doivent se fermer à la rencontre entre le matériel et le vide et donner lieu à ces modes de bord. OK. Très bien. Donc ça, c'est pour vous introduire un peu la logique derrière. Donc on va aller chercher ces états d'interface. Et maintenant, je vais vous donner un exemple concret dans lequel on va calculer tous ensemble l'invariant topologique et vous allez voir que c'est très simple. Donc pour vous introduire cet exemple concret, je vais considérer cette chaîne de résonateurs. C'est une chaîne de résonateurs, à nouveau, ça peut être des électrons, ça peut être des modes de résonateurs photoniques, phononiques, peu importe. Et donc, je considère cette chaîne-là où, par exemple, si c'est des photons, les photons peuvent sauter d'un site à l'autre. Okay, paf, 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 paf. Et il y a deux couplages de probabilités de saut différentes, T et T', T et T', T et T'. Okay. Donc, je peux considérer deux situations différentes. Par exemple, que dans ma cellule unitaire, T est plus fort que T', ou la situation inverse, où dans la cellule unitaire, T est moins fort que T'. Bon, je peux décrire ça par un formalisme hamiltonien, mais on peut utiliser les équations de Maxwell, peu importe, on arrive toujours à une description similaire. Donc, par exemple, un formalisme hamiltonien, où ma fonction d'onde est soumise à un hamiltonien, qui est juste les photons dans chaque site et la probabilité de saut. Donc, on peut l'écrire comme ça. Okay. Mais ce n'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, on peut trouver les modes propres. Et donc, les modes propres, et comme il y a deux résonateurs par site, il y a deux bandes de modes propres, donc vous les voyez ici, qui sont séparées par un gap. Okay. Donc, dans les deux cas, on a exactement les mêmes valeurs propres, okay, parce qu'en fait, c'est la même chaîne, c'est juste qu'on a choisi une cellule unitaire différente. Donc, là, on a un gap là. Et ce qui change dans les deux descriptions, c'est comment on écrit les modes propres. Comment on écrit les modes propres. Donc, je les écris ici. Donc, ça, c'est l'expression des modes propres. Ce que vous voyez là, c'est un vecteur avec deux composantes. La première composante, c'est l'amplitude sur le site jaune, ici, le site A. Et la deuxième composante, c'est l'amplitude sur le site vert. Okay. Et pour passer d'un site à l'autre, on applique I à la I kx, etc. Donc, vous voyez, c'est cette forme-là. Et vous voyez que cette face qui est ici, okay, cette face qui est ici, dépend des deux numérisations possibles. C'est-à-dire que là, dépend de T' sur T. Donc, si T' est plus grand que T ou plus petit que T, cette face-là va avoir une forme différente en fonction des cas. D'accord. Donc, ça, c'est en fonction des cas. Ça, c'est les modes propres. Je vous rappelle, quand on suit la bande de valeurs propres, donc, ils sont paramétrisés par les vecteurs d'onde K. OK. Donc, maintenant, on introduit les invariants topologiques. Donc, l'invariant topologique, ici, à une dimension, n'est pas le même que celui à deux dimensions que j'ai décrit tout à l'heure, le nombre de chances. Là, celui à une dimension, on peut l'écrire comme ça. Ça a une forme très similaire à celui de deux dimensions. Donc, c'est à nouveau la dérivée des mêmes modes propres et produit scalaire et l'intégrale sur la somme de Brillouin de cette dérivée des modes propres. Donc, on aura un pour la bande du haut, on aura un autre pour la bande du bas. En fait, c'est les mêmes. Et on voit que si on fait ça, on calcule cet invariant pour les cas à gauche, et on va avoir un 0. Et si on le calcule pour les cas de droite, on aura 1. Okay. Et une façon visuelle de voir pourquoi il y a une différence, c'est que en fait, cette dérivée-là, ce terme-là, revient à la dérivée de cette face-là, okay, cette face-là, phi de k. Et quand on est dans cette situation-là, et cette phase qui va de 0 à 2π, okay. Quand je commence à ce point-là, elle est là, la phase. Quand je avance dans mes bandes, la phase va changer un peu, mais quand je reviens à ce point-là, qui est le même que celui-ci, ça va revenir au même point. Donc, on va faire un truc comme ça, on va faire un mouvement comme ça de la phase. Okay. Ici, par contre, la phase qu'il va faire, c'est qu'on va commencer là, et quand on va traverser la bande, okay, elle va faire un tour autour de l'origine, d'accord. Donc, elle va s'enrouler une fois. Et cet enroulement d'une fois, c'est ce qui est représenté ici par ce nombre d'enroulements égal à 1. D'accord. Donc, on peut
voir la différence entre les deux systèmes. Et voilà, donc, et juste pour vous rassurer que tout va bien, que vous avez tout compris et que vous suivez bien l'exposé, pour passer d'une détermination à l'autre, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit changer t par rapport à t' jusqu'à qu'elles soient égaux. Okay, et à ce moment-là, les gaps se ferment. Et à droite, ça s'ouvre à nouveau, mais dans une phase topologique différente. Ce qui dit que finalement, si j'ai fait une interface entre ces deux systèmes, entre ces deux dimérisations, je devrais avoir un état de bord, un état d'interface. Okay? Donc, on va voir cet état d'interface avec un système expérimental. Donc, c'est un état d'interface qu'on a étudié depuis 2017 et qu'on a implémenté dans ce système de micropiliers couplés. Donc là, vous avez des micropiliers où les modes photoniques sont piégés à l'intérieur. On a plusieurs modes. On a les modes fondamentaux, les modes S. On a le premier mode excité de ces micropiliers, le mode P. Et si maintenant on couple ces micropiliers en les faisant se recouvrir, okay? Et on le fait de façon à implémenter le modèle que je viens de vous montrer, donc avec des couplages fort, faible et fort, faible, vous le voyez ici. Donc là, ça recouvre plus, là un peu moins, plus, un peu moins, etc. Donc on reproduit ces couplages alternants. On voit que les modes S deviennent deux bandes, qui sont celles-là, séparées par un gap, exactement comme on attend dans notre modèle. Et si on regarde dans l'espace réel, et ça c'est l'espace de K, donc ça c'est la lumière émise dans l'espace de K, dans l'espace réel, on voit à nouveau ma bande du bas, ma bande du haut et les gaps entre les deux. Okay. Donc ça c'est une chaîne infinie, bon c'est pas infini mais elle est très longue, et maintenant on va créer une interface entre deux chaînes de topologies différentes. Okay. Donc ce qu'on fait ici, vous voyez il y a la chaîne du bas, okay, qui finit par un lien faible, et elle est couplée à la chaîne du haut qui finit par un lien fort. Okay. Donc c'est représenté ici. Okay. Donc, la chaîne du haut finit par un lien fort et la chaîne du bas finit par un lien faible. Donc là, cette chaîne-là a un invariant de 0, cette chaîne-là a un invariant de 1, je les couple, et peu importe la valeur de ce couplage, ça n'a vraiment pas d'importance. Et à l'interface entre les deux, les gaps doivent se fermer et se réouvrir avec le nouveau invariant topologique. Okay. Donc, je m'attends de voir un état d'interface là-bas. Et voilà ce qu'on voit expérimentalement. Donc là, on fait la photoluminescence de cette chaîne dans l'espace réel. Et vous voyez qu'ici, au milieu du gap, exactement à cet endroit-là, il y a un état qui apparaît dans le gap. Okay. Et on peut aller l'étudier dans l'espace réel et on voit qu'elle décline exponentiellement avec des phases qui correspondent exactement à ce qu'on attend pour cet état d'interface. Bon, ça nous permet d'ingénierer ces états d'interface, mais ces états d'interface, en plus, ils sont robustes à certains types de désordres. Par exemple, et ça vient justement de la géométrie, de la symétrie qui est derrière ces chaînes particulières. Donc, par exemple, là, cette chaîne, elle a une symétrie qu'on dit de symétrie chirale, et qui a à voir avec les photons sautent de sites jaunes au site vert, mais pas de sites jaunes au site jaune, okay? Ni du vert au vert, de sites jaunes au site vert. Donc, cette symétrie, en fait, implique que mon spectre de mode propre doit être symétrique par rapport à l'énergie zéro, ou à l'énergie zéro qui est l'énergie dans le seul pilier. Okay? Donc, si j'ai un mode à énergie zéro, comme c'était le cas de mon état d'interface, et ces modes-là ont sa propre image par rapport à cette énergie zéro. Et si je modifie mes couplages, tant que cette symétrie soit là, ces modes ne vont pas changer en énergie. Donc là, vous voyez une simulation où on vous montre la bande du bas, la bande du haut, et on introduit du désordre dans les couplages. Et quand on introduit du désordre dans le couplage, cette symétrie ne change pas. Et on voit que les bandes deviennent bruyantes, okay? Deviennent bruyantes parce qu'on introduit du désordre dans les bandes. Mais mon mode topologique, il reste toujours à énergie zéro. Il ne change pas du tout d'énergie. Et ça, c'est grâce à cette symétrie qui est préservée quand on change le couplage. Bon, on a utilisé ça pour faire un laser. Donc ça, c'est l'un de nos grands travaux où on a montré qu'on pouvait créer une chaîne unidimensionnelle comme celle-là et implémenter un laser dans un bord. C'est une géométrie un tout petit peu différente de ce que je vous ai montré, mais on l'a montré là-bas. Et puis, d'autres groupes ont montré aussi des lasers dans un système unidimensionnel et aussi dans un système bidimensionnel avec des états de bord basés sur le phénomène topologique. Bon, ça c'est intéressant
c'est juste une preuve de concept sur le fait qu'on peut ingénierer ces modes propres, mais en fait, cette laser-là n'est pas vraiment intéressante parce qu'on peut juste prendre un pilier et ça lasse et localiser sur un site et c'est bon. Et là, c'était juste montrer qu'on pouvait ingénierer ces Dougan dans ces modes, etc. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'étudier la topologie à 2 dimensions. Okay? Donc, avoir des états d'interface à 2 dimensions. Et c'est ça le problème que j'ai posé au début, sur le cristal photonique, comment faire des guides qui ont des virages serrés dans un cristal photonique à 2 dimensions. Okay. On va voir comment on va faire ça. Donc, l'idée, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a un cristal bleu, un cristal rouge, qui ont des topologies différentes. Il y a une interface. Et maintenant, par exemple, il y a une boîte quantique là-bas, il y a une boîte quantique ici, et je vais les relier par ces canaux compliqués. Et est-ce que je peux le faire en utilisant la topologie? Bon. Donc, on revient aux 2 dimensions. Donc, l'invariant topologique est celui que j'ai présenté au début. C'est le nombre de Chern qui est ici. Okay. Juste pour question technique, l'intégrant de cette intégrale, on l'appelle courbure de Berry. Okay. Et il y a des éléments liés aux symétries du problème qui ont fait jouer un rôle sur les possibles valeurs de ce nombre de Chern. Par exemple, si on a un système avec symétrie par inversion du temps, on peut prouver que la courbure de Berry pour une valeur de k a un signe opposé à la courbure de Berry pour la valeur moins k dans notre son de Brillouin. Okay? Donc, forcément, si je fais l'intégrale sur tout le son de Brillouin, cette intégrale sera 0. Okay? Donc, si la symétrie par inversion du temps est préservée, je ne pourrais pas avoir un nombre de Chern différent de 0, je ne pourrais pas avoir des états de bord. Okay? Bon, ça, c'est déjà un énorme problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une possibilité, c'est de briser la symétrie par inversion du temps, donc mettre des éléments magnétiques. Mais vous savez tous qu'introduire des éléments magnétiques dans un système optique, et notamment un cristal photonique, ce n'est pas du tout évident. Okay? Deuxième considération, symétrie d'inversion. Imaginons qu'il y a un cristal photonique qui a de la symétrie d'inversion. Okay? On peut prouver facilement que si la symétrie d'inversion est présente, la courbure de Berry à k est égale à la courbure de Berry à moins k. Et dans ce cas-là, ce n'est pas seulement que le nombre de Chern est 0, c'est que la courbure de Berry est 0 partout. C'est-à-dire que cette courbure de Berry qui me donne l'origine de la topologie qu'il y aurait finalement dans toute la sonde de Brillouin, localement même, elle-même sera même 0. Okay? Donc, on a un problème. Donc, comment faire pour essayer de construire ce type de système? Bon, une idée qui a été proposée... Bon, c'est pas grave, c'était la même image. Hein. Donc, une idée qui a été proposée, c'est de briser la symétrie d'inversion, en effet. Donc, on aura toujours le nombre de Chern égal à 0, mais au moins localement, on pourrait avoir de la courbure de Berry qui est différente de 0. Okay? Au moins ça. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Okay? Et je vais vous montrer comment. Et pourquoi avoir la courbure de Berry différente de 0, ça peut avoir un intérêt pour construire ce état d'interface. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cristal photonique avec une maille en nid d'abeille, donc une maille hexagonale, vous voyez ici. Okay? Donc, si on calcule les modes de ce cristal photonique, on a plusieurs bandes. Vous voyez, la bande du bas se croise avec la bande du haut, les bandes bleues, là, dans un point qu'on appelle cône de Dirac, okay, qui est là. Donc là, le cristal a symétrie d'inversion. Donc on va briser cette symétrie d'inversion. Et pour faire ça, on va faire un trou sur 2 plus grand que l'autre. D'accord? On le fait là. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'un gap s'ouvre à cette énergie-là, à l'énergie du cône de Dirac. Voilà le gap. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que si maintenant on calcule la courbure de Berry, elle ne sera pas 0 partout. Okay? Donc ça, c'est la sonde de Brillouin. Okay? Vous le voyez ici, si vous avez besoin d'un peu d'aide dans l'espace d'impulsion. Donc là, c'est le point gamma, ça c'est le point K et K'. Donc il y a là où se trouve le cône de Dirac. Et vous voyez que dans les points K et les points K', il y a une courbure de Berry qui est différente de 0, des signes opposés. Okay? Et c'est normal que ce soit des signes opposés parce que de toute façon, le nombre de Chern doit être égal à 0 parce que la symétrie d'inversion n'est pas brisée. Voilà, donc on a cette situation-là. Et on peut aussi briser la symétrie d'inversion à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ces trous grands et ces trous petits, on peut le faire à l'inverse. Donc c'est ce qu'on appelle nitrure de bord 2, 1 et 2, parce que ces cristaux photoniques rappellent un peu la maille de nitrure de bord. Et maintenant, à nouveau, on a exactement les mêmes spectres, on a exactement les mêmes gaps, sauf que la courbure de Berry, maintenant, va avoir un signe opposé. Ça, c'est la courbure de Berry pour la bande du bas. Hein.
on va avoir un signe opposé. Donc on peut se dire, ok, d'accord. Donc globalement, mon nombre de chaînes est égal à 0, mais localement, mon nombre de chaînes n'est pas égal à 0. Donc si je prends cette rayon-là, ok, je fais l'intégrale, c'est pas 0, c'est 0,1. ok, et de l'autre côté, c'est moins 0,1. Donc je peux me dire, si je regarde mes modes proches de ces points, K par exemple, qui est ici, et que je fais une interface entre ce cristal et ce cristal, ok, pour ce cristal, la courbure de Berry a le signe opposé. Donc mon intuition me dit que le gap doit se fermer localement et se réouvrir pour pouvoir avoir cette courbure de Berry de signe opposé. Et c'est ce qui se passe, je vais vous montrer tout à l'heure, mais il y a quand même des petits bémols. Donc là, je peux bien définir un nombre de Chern local, okay, donc sur la moitié de la zone de Blanc, mais vous voyez qu'il n'est plus intègre, en entier. Là, c'est 0,1, c'est au moins 0,1. Même la différence de 2 n'est pas en entier. Okay. Donc ça nous dit que cette approche topologique n'est pas tout à fait celui que j'ai présenté au début, où les nombres de Chern étaient des entiers parfaits. Okay. Mais quand même, ça nous donne une intuition sur le fait que le gap doit devoir se fermer pour passer de cette courbure-là à cette courbure-là, localement. Okay. Et en fait, ce qui arrive, donc là, je mets les deux cristaux que je viens de présenter, l'un collé à l'autre. Donc là, il y a une interface. On appelle cette interface zigzag parce qu'on peut les coller aussi de façon différente. Mais dans tous les cas, on obtient, ça c'est la bande du bas, ça c'est la bande du haut, les gaps, okay, et on obtient ces modes que vous voyez ici en noir, qui traversent les gaps, ou presque, et qui a une vitesse de groupe ici positive et une vitesse de groupe ici négative. Et si on regarde ces modes-là, par exemple à cette énergie-là, on voit que ça propage très bien dans une direction. Donc c'est un mode propagatif qui est dans les gaps. Donc cette intuition que ce changement de signe de la courbure de Berry devrait induire un mode qui traverse les gaps, elle est bonne. Cette intuition, elle est bonne. Okay. Et ce n'est pas seulement ça, on peut aussi faire des virages. Donc c'est ce que je vous montre ici. Donc là, c'est le cas plat. Donc on transmet très bien, on fait des virages. Et pour que les virages marchent, basé sur cette idée qu'il faut qu'il reste localement sur un point K, où la courbure de Berry change de signe, okay, il faut que ces virages aient une géométrie particulière. Et ces virages doivent avoir une géométrie, ça doit avoir un angle de virage de 120 degrés. Donc si je reste sur un angle de 120 degrés, quand je passe d'un côté à l'autre du virage, je vais toujours rester dans le même point K, okay, ou dans le point K prime, si je travaille sur le point K, et du coup, je vais pouvoir, je ne vais pas me mélanger avec l'autre coin de Dirac qui a une courbure différente, et mon mode devrait se transmettre correctement, et c'est ce qui arrive, là, vous voyez, ça se transmet très bien, et voilà. Et cette équipe-là, l'équipe de Cobus-Kuiper, a étudié ça de façon un peu plus poussée et a voulu démontrer qu'effectivement, si on prend un cristal photonique trivial, un cristal photonique normal, où on enlève juste une rangée de trous, et la transmission est très mauvaise. Donc, ça, c'est la transmission en fonction de la fréquence dans les gaps du cristal photonique pour cette structure-là, donc avec les mêmes types de virages. Et si on utilise la configuration topologique, on a une très très bonne transmission sur une plage de fréquences assez importante. Très bien. Ok, donc est-ce que c'est la fin de l'histoire? En fait, non, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Et je vous ai dit qu'il y a peut-être des questions à se poser parce que le nombre de Chern n'est pas en entier, etc. Bon, le nombre de Chern local n'est pas en entier. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est d'aller regarder quelle est vraiment la protection au désordre et au virage de ces structures topologiques. Bon, si vous n'êtes pas du domaine, je vous dis que ça a été proposé en 2015-2016. Depuis, il y a eu des centaines de papiers et des centaines de réalisations en utilisant cette géométrie pour faire de laser aussi, faire de laser dans les terahertz, pour faire plein de circuits, des diviseurs de faisceaux, plein de trucs. Hein. Donc, ça a un succès fou dans une sous-communauté de cristaux photoniques. Mais en fait, si on regarde un peu plus dans les détails, ce n'est pas si beau que ça. C'est très beau, ça marche relativement bien, mais ce n'est pas parfait. Donc, une première démonstration que ça ne marche pas parfaitement bien, c'est ce cristal photonique. Au lieu de trous, c'est des triangles, mais c'est un peu la même idée. Donc là, dans ce travail d'une équipe au Danemark, ils ont fait des guides très 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 longs, droites, et on voit qu'en fait, si on se propage dans les guides, on a des pertes parce que les petits défauts dans ces trous-là, notamment c'est un cristal photonique pour 1,5 micron, donc les trous sont vraiment petits,
Et donc, les défauts dans ces trous, en fait, induisent un peu de rétroréflexion. Okay? Bon. Donc, s'il y a des désordres dans les trous, voilà, la transmission n'est pas parfaite. Et ça, c'est le cas d'un guide droite. Mais on peut se poser aussi la question, quand on vient de voir que dans un guide qui a des virages, quand même, le design dit topologique est meilleur que le design classique. Donc, mais est-ce que c'est parfait? Donc, voilà, c'est la question surtout à laquelle nous, on s'est intéressé ces derniers 2-3 ans. Et pour adresser cette question, on a voulu travailler dans les régimes terahertz. Okay? Donc, on a fait des cristaux photoniques dans les terahertz à l'UMN, avec mes collègues de l'UMN. Et l'avantage de travailler dans les terahertz, c'est que les trous sont énormes, sont gros. Vous voyez l'échelle ici, c'est 100 micromètres. Donc, les désordres structurels, les désordres de trous, il est négligeable. Il est vraiment négligeable. Par contre, ça nous permet de vérifier, si on voit de la rétroréflexion, ça nous permet de vérifier si cette rétroréflexion vient en fait du fait que ces coins qui sont supposés être magnifiques pour les transports topologiques ont un impact ou pas, dans de la rétroréflexion ou pas. Donc, pour voir ça, on a choisi la structure que vous voyez là. Donc, c'est un guide. Donc là, il y a des cristaux photoniques des topologies différentes, le vert et le bleu. Et donc là, on a un guide qui se couple à un résonateur. Okay? Donc ça, c'est un résonateur en anneau, sauf qu'ici, au lieu d'être un anneau, il est un triangle. Mais c'est la même idée que vous avez vu dans plein d'exposés à la conférence. Donc, s'il n'y a pas de rétrodiffusion, si mon transport topologique est parfait, la transmission devrait être égale à 1. Je ne devrais pas avoir des pics de résonance. Je ne devrais pas les voir, parce que tout doit passer en avant. Tout passe, même la lumière qui rentre ici passe en avant, et aucune signature. Donc, on va voir. Donc, nous avons fabriqué plusieurs cristaux. Donc, ça va utiliser la géométrie triangulaire, la géométrie circulaire. Et aussi, il y a plusieurs interfaces qu'on peut faire. On peut faire l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, le zigzag, qui est là aussi, zigzag, ou l'interface face à face, qui est là-haut. Je ne vais pas vous montrer les résultats sur les 4. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que celui-là marche très bien, et je vais vous le montrer, et celui-là marche beaucoup moins bien, et je vais vous le montrer aussi. Donc, je vais me centrer sur ces deux réalisations qui sont là. Donc, la première, la mauvaise, donc c'est celle-là. Okay? Donc, dans celle-là, si on regarde maintenant la transmission à travers mon guide dans les gaps topologiques, donc ça, ces fréquences correspondent aux gaps topologiques, je vois qu'il y a une forte transmission, mais il y a plein de petits creux de transmission qui correspondent à des fréquences pour lesquelles il y a de la rétrodiffusion dans mon système. Okay. Et donc, la seule façon qu'on a d'expliquer ça, et on a développé un modèle de matrices de scattering, de matrices de diffusion pour montrer ça. La seule façon qu'on a d'expliquer ça, c'est parce qu'à chaque coin, ici, en réalité, il y a un peu de rétrodiffusion. Et on peut même la quantifier, de l'ordre de 1 à 2%. Okay? Donc, avec 1 à 2%, on retrouve ces creux de réflectivité. Et quand on regarde en simulation, ça c'est l'expérience, hein, en noir c'est l'expérience et en rouge c'est la simulation. Quand on regarde la simulation, on voit qu'effectivement, pour ces modes-là, on a la lumière piégée là-bas et des interférences de rétrodiffusion ici, très clair. Okay? Alors qu'ici, la lumière passe assez bien. OK. Donc ça montre déjà qu'en fait, ce n'est pas parfait cette topologie et qu'il y a un tout petit peu de rétrodiffusion. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, et je voudrais insister sur ce point-là, c'est intéressant parce que quand même, ces designs topologiques nous permettent de faire ce type de résonateur. Et si on se permet d'avoir cette rétrodiffusion, on peut même faire quelque chose d'utile. Si on était parfaitement topologique, tout serait plat. Et le fait que ce ne soit pas parfaitement topologique nous induit ces résonances qu'après on peut utiliser pour faire un dispositif, par exemple. Okay. Bon, là, je vais vous montrer l'autre cristal photonique, donc celui avec des triangles face à face. Okay. Et dans ce cas-là, vous voyez que la transmission dans les gaps topologiques, elle est très très bonne, tout le long du gap. Et si on regarde finement, avec notre modèle de matrice de scattering, on peut montrer que le backscattering dans les coins est inférieur à 0,01%, okay, ce qui est pas mal. Bon, donc là, l'une des leçons qu'on peut tirer de tout ça, c'est que la topologie, c'est un
ces canaux topologiques sont très bons, permettent de faire des virages. Même, ils peuvent permettent de faire des virages, mais ils ne sont pas parfaits. Okay? Donc, cette idée que on peut créer ces matériaux topologiques et s'affranchir de ces problèmes de la rétrodiffusion n'est pas complètement vrai. Elle est très proche d'être vraie, mais ce n'est pas complètement vrai. Okay? Donc, il y a eu à un moment donné un élément supplémentaire à ça, pour comprendre ça. Ici, je vous montre, je vous expliquais tout à l'heure que pour que cette idée que la courbure de Berry change de signe, et du coup, ça nous permet de dessiner ces canaux topologiques. Pour que ça marche, il faut que les virages soient à 120 degrés. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Là, on a fait des simulations, et nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres équipes qui ont fait des simulations qui montrent que si on fait des virages à d'autres angles, par exemple, à d'autres angles, cette transmission très bonne aussi marche assez bien. Donc là, vous voyez en bleu, vous ne voyez pas trop bien, mais il est là-haut. En bleu, c'est les virages à 120 degrés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça marche très bien. Et là, on a mis des virages à 60 degrés. Ils marchent aussi bien, mais bon, une symétrie similaire à celle de 120 degrés. Et on a même mis des virages à 90 degrés, que vous voyez ici, 90 degrés. Et même pour les 90 degrés, pas sur toute la plage, pas sur tous les gaps, mais sur une grosse partie du gap, on a quand même une très très bonne transmission. Okay? Donc ça pose des questions sur la question de la conservation du cas et de la courbure de Berry. Et pour faire ce système-là, on a créé un cristal photonique un peu différent à celui des trous ou des triangles. Donc là, il y a plusieurs triangles qui sont assemblés comme vous voyez. Ce qui nous permet de tester d'autres géométries. Et par exemple, là, je vous montre une géométrie dans laquelle on prend un cristal photonique. Ce n'est pas celui-là, hein, c'est juste qu'ici, on voit bien l'idée qui est derrière. Donc, on prend un cristal photonique avec un gap, donc avec la symétrie d'inversion glissée. On prend les mêmes, exactement les mêmes, okay, et on les déplace latéralement d'une demi-période. Okay? Donc, c'est le même cristal, 2 fois, déplacé d'une demi-période. C'est-à-dire que la topologie ne change pas d'un cristal à l'autre. Et la topologie est la même. La courbure de Berry est exactement la même. Et même quand on a ça, si on fait des virages à 120 degrés, on a une très très bonne transmission. Et si on fait des virages à d'autres angles, on a quand même des résonances où la transmission n'est pas si mauvaise. Okay? Bon, donc là, j'arrive un peu à la fin. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Okay? Donc là, je vous raconte mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et donc, à partir des idées qui viennent de la physique de l'état solide, je vous ai raconté de l'effet Hall quantique, et on a un photonique, on s'est dit, waouh, génial, on va faire des cristaux photoniques qui, à partir de ces idées de topologie, avec la courbure de Berry, le nombre de champs, etc. Et on s'est lancé tous à faire ça, et ça a marché assez bien. Donc, je vais vous montrer des circuits en Z comme ça, où la rétrodiffusion est très faible, et du coup, ça collait assez bien avec l'intuition qu'on avait du fait qu'il y avait une topologie différente dans les deux parties du cristal et qu'il n'y avait pas de rétrodiffusion. Et là, maintenant, quand on commence à aller un peu plus loin et à creuser un tout petit peu, on se rend compte qu'en fait, la topologie n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a d'autres choses qui sont derrière, qui sont plus fondamentales encore que cette topologie, et qui n'a pas encore bien cerné. Et donc, c'est une question ouverte pour la communauté. La question, c'est quelle est la description vraiment adéquate de ces canaux. Et c'est une question qui reste ouverte. C'est comprendre bien d'où viennent ces canaux. Donc, on commence par la topologie, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la topologie. Et là, maintenant, il y a une question qui se pose, qui est quelle est la vraie raison, la raison intuitive qui est derrière. On a un principe de réponse. Et là, ce qui se passe dans ces cristaux photoniques, c'est que si on regarde dans les détails, il y a des vortex, des phases qui apparaissent. Okay? Il y a un couplage spin-orbite, on est sous longueur d'onde. Et ce couplage spin-orbite a l'air de jouer un rôle très très important. Ce couplage spin-orbite est lié à l'émergence de ces courbures de Berry, mais c'est plus fondamental que la courbure de Berry. Et c'est probablement ce qui est derrière, mais il nous manque encore des outils pour bien décrire ça correctement. Okay? Donc j'ai fini l'exposé avec cette question ouverte. Je veux juste remercier les gens avec qui j'ai travaillé pour comprendre tout ça. Donc, l'équipe aux Flammes, okay. Et mes collègues à l'IEMN, notamment Gaëtan Lévesque, il a été très impliqué dans la réalisation des simulations. Et
et Abdou, Guillaume de Cournot-Flamme qui a fait les cristaux photoniques et qui nous ont permis de mettre à l'épreuve toutes ces idées. Je voudrais juste finir par dire qu'un résumé de cet exposé est dans cet article paru sur Photonique. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est tout ce qu'il y a raconté résumé là-bas sur 3 pages. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour ce talk très didactique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Alberto, superbe exposé. Une question, là, ce qui est étonnant, c'est la dépendance. Une des choses étonnantes, c'est la dépendance à la forme des trous. Ouais. Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec la phase des Berry ou avec une propriété locale comme ça? Oui, en fait, la courbure de Berry qu'on utilise ce type de trou ou ce type de trou, elle est très similaire. Okay, elle est très similaire. Et ce qui est différent, ce que vous voyez, c'est la symétrie du système. C'est-à-dire, on peut voir qu'il y a quand même des différences dans la symétrie microscopique. C'est-à-dire, là, vous voyez les trous, mais en fait, il ne faut pas regarder les trous, il faut regarder la matière. Okay, si vous regardez la matière ici, elle est quand même compliquée. Elle a plein de parce que c'est la matière où les champs est concentré. Donc, elle a plein de coins, de machins. Et ici, elle est beaucoup plus simple. Okay, beaucoup plus simple. Donc, je pense que quand on fait un coin, et on préserve plus les symétries locales et quand on a des triangles et quand on a des trous. Je pense que ça peut permettre d'expliquer ça. Mais je pense que la réponse derrière est aussi liée à ces couplages spin-orbit que j'ai décrit à la fin. C'est-à-dire ce couplage entre la polarisation locale et la circulation angulaire du champ électromagnétique. Merci pour cette question. Pour cette présentation, par exemple, une question concernant une question qui est un peu vocabulaire, mais vous avez parlé de révision de symétrie inversement du temps. C'est quoi la différence entre briser la symétrie inversement du temps et briser la réciprocité? Bon, la réciprocité, on peut l'obtenir en brisant la symétrie par inversement du temps et par d'autres moyens, par exemple la non-linéarité. D'accord? Et ce n'est pas les mêmes phénomènes, mais sont liés. C'est-à-dire que dans ce système où on brise la symétrie par inversement du temps et qu'on a un nombre d'échelles différent de 0, on a des systèmes non réciproques. D'accord? Notamment, ils circulent dans cette direction et pas dans l'autre. On peut construire des dispositifs non réciproques en utilisant ce type de structure aussi. Pour prolonger la question précédente, du coup, sur ce transparent, tu disais qu'il fallait que les photons sont un champ magnétique pour vraiment casser cette symétrie. Dans le domaine terrestre, dans le domaine visible, c'est quoi les champs en termes de matériaux qu'on a explorés pour aller avoir cette... Bon, il y a eu 2 réalisations des cristaux photoniques comme ça, où on a brisé la symétrie par inversion du temps. Et donc, par exemple, un lin de papier, je ne l'ai pas cité ici, il y aurait dû certainement. C'est un papier vraiment très, très joli. C'est à Berkeley, le groupe de Boubacar Kanté. Ils ont utilisé des cristaux photoniques à base de GIG. Okay? Et ils ont mis un champ magnétique de quelques millitesla, pas énorme. Et ils ont vu, et ils ont ouvert un gap qu'on ne peut pas voir de façon spectroscopique habituelle, il était trop petit, mais quand on lasse dans ces modes-là, donc ils sont arrivés à faire un laser dans ces modes-là, on voit que le laser, il circule dans une direction. Okay? Donc ça, c'est un exemple. Et un autre exemple, c'est justement avec des polaritons, des micropiliers de polaritons, comme j'ai montré tout à l'heure, où l'exciton est sensible au champ magnétique, et on peut arriver à ouvrir un gap topologique et avoir des canons. Il y a une démonstration qui n'est pas très très claire, mais il y a un papier qui dit avoir fait ça. Et voilà. Non, moi, si j'avais peut-être une question, c'est sur les premières chaînes de résonateurs à une dimension. Ça doit être, il y a un truc que j'ai raté, ça ne doit pas être une chaîne de résonateurs couplés traditionnelle, parce que quand tu as le même taux de couplage, ça n'ouvre pas de gap. Juste... Il faut que le couplage soit alterné. Il faut couplage fort, couplage faible, enfin fort, plus faible, plus fort, plus faible. Il faut qu'il y ait ça. Et c'est quoi la différence du coup par rapport à une chaîne de résonateurs classique qu'on couple, où on a même taux de couplage entre chaque résonateur, on a un gap qui s'ouvre? Aucune. C'est juste que dans la chaîne classique, c'est un peu ce que j'essaie de montrer ici,
et on n'a pas de gap. Donc là, c'est la chaîne classique repliée, la dispersion de la chaîne classique repliée. C'est pourquoi vous voyez cette bande comme ça, cette bande comme ça, mais en fait, c'est un cosinus classique. Et quand on a un couplage qui alterne, on ouvre ces gaps. Et voilà, mais il n'y a pas de différence. Enfin, ça donne des réponses différentes, mais c'est la même idée de base. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va remercier une dernière fois.